Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raoult Anjiamanambe, qui est rédacteur en chef de Politica à Madagascar. Je sais que tu as plein d'autres casquettes, Raoult. Ravi de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bonjour aux auditeurs, bonjour aussi à toi. Merci de m'avoir accueilli. Bon, comme tu me l'as déjà présenté, donc je suis Raouton Djiamanabé. J'habite à Tananarivo. J'ai de multiples casquettes, mais la casquette que je préfère le plus et que je présente bien souvent, c'est ma casquette de journaliste parce que je pense que c'est la base de tout. Journaliste et puis citoyen, je n'aime pas dire citoyen malgache, mais je m'estime vraiment comme étant un citoyen du monde, Oui. citoyen de cette planète qu'on habite et qu'on partage ensemble, un citoyen passionné par de nombreuses choses, la chose politique, la chose publique, le sport, les livres, la littérature, tout ça. Vraiment un citoyen qui est à Madagascar, qui habite à Madagascar et qui travaille à Madagascar, et un citoyen journaliste, pour ne pas dire un journaliste citoyen. Voilà Ah, quelques mais de ce que je suis. j'aime bien toutes ces définitions de citoyen du monde et de journaliste. Et quelque part, moi, la première question qui me vient, Raoult, c'est comment elle est née, cette passion pour le journalisme? Qu'est-ce qui t'a amené vers cet outil-là? Qu'est-ce qui aujourd'hui te nourrit aussi grâce au journalisme? Je pense que j'ai été toujours journaliste parce que d'après mes plus lointains souvenirs, j'ai toujours écrit, j'ai Oui, toujours lu, j'ai toujours essayé d'analyser, même en interne ou externe, les faits, la situation, l'actualité. Et pour te dire, dès la classe de sixième, je savais que j'allais être orienté dans un domaine littéraire. J'étais nul waouh, dans j'étais nul, nul de chez nul dans les domaines scientifiques. Pour te ouais. dire, j'ai eu la moyenne en mathématiques seulement en classe de sixième. De la cinquième jusqu'au terminal, j'ai plus eu la moyenne. Donc, tu sais, voilà, il y a des orientations comme ça. Pour moi, ça a été facile parce que je savais déjà ce que Oui, je voulais être, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler dans un domaine réflexif. Je ne dis pas que le domaine scientifique n'est pas matière à réfléchir, mais dans un domaine qui nécessite des productions littéraires, des productions de d'accord, pensée. Donc, d'accord. je le savais à peu près, donc, voilà, dès là. Et dès le secondaire, je savais aussi que j'allais faire peut-être dans le journalisme ou dans la consultance, quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu la D'accord. chance de savoir déjà de ce que je voulais faire après. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas toujours le cas. Et là, clairement, de ce que tu nous dis, les choses se sont finalement fixées assez tôt, de par là où tu te sentais à l'aise en termes de matière, mais aussi dans ce que tu voulais faire. Et en tous les cas, tu te sentais à l'aise par rapport à ce choix. Tu n'as pas été, entre guillemets, dénigré ou, tu sais, le fait que les sciences, les maths, c'est toujours un petit peu plus noble, etc. T'en as pas trop Ah, ben, souffert de ça? j'ai j'ai beaucoup souffert de ça parce que ça a été vraiment mal vu. La plupart du temps, à Madagascar, j'étais dans un collège catholique de voir un garçon qui lisait beaucoup durant mes récréations. Je lisais Oui, beaucoup. oui. Pas avec les autres garçons, mais je préférais lire la, Enid Blyton, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, je lisais T'avais tout beaucoup. fait. Et voilà, on m'affublait voilà, comme un rat de bibliothèque, quelqu'un qui était très accroché aux livres. Il y Ouais, avait des garçons qui préféraient faire du sport et puis qui dénigrait vraiment ce choix. Mais oui, bon, ça c'est entre guillemets, c'est inné, c'est la méchanceté naturelle de la société. Mais j'ai tenu le cap. Mais j'ai été très fort en rédaction, hein, très fort. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment aidé. oui. Et là aussi, moi je pense aussi, ça c'est une approche globale, surtout au Madagascar, c'est qu'il n'y a pas tellement d'orientation très ferme à Madagascar. D'accord. Quelqu'un comme moi,
ça a été déjà, on l'avait déjà su que les matières plus scientifiques Ouais, ne me correspondaient pas, oui, la mathématique, la physique, chimie. ouais, Mais par ok, contre, dans les domaines de rédaction, français, culture générale, j'étais très, très, très fort sur ça. J'étais ouais, vraiment sur mais voilà, donc, super. mais j'ai surmonté ça, hein, parce que j'avais déjà un caractère assez fort. Donc, Oui, oui, pas de oui. monde. Oui, donc il y a eu une concomitance en tout cas de plein de choses qui ont fait que tu savais ce que tu voulais, que tu assumais pleinement cette préférence-là, tu étais dans ton monde de la lecture. Et puis, c'est important aussi, en fait, quand au niveau de l'école ou du parcours scolaire, comme tu disais, tu avais d'excellentes notes donc, sur la partie rédaction, etc. Donc, tu étais reconnu dans cette fibre-là. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et C'est alors, quelque chose. du coup, j'ai envie de dire, quand tu es tombé dans le monde professionnel même de la presse ou du journalisme à Madagascar, est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu une orientation forte qui t'a mené plus justement vers le côté politique, vers le côté économique? Qu'est-ce qui a fait à ce moment-là, après être tombé dans le journalisme, euh, pourquoi tu es allé dans une ou telle direction? J'ai eu la chance d'intégrer un très belle école, l'école professionnellement, hein, une revue qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, malheureusement, la revue de l'océan Indien. C'était Oui, l'une des revues leaders, très c'est vrai. reconnue, très, très sérieux, pointu, professionnel. Oui, Ma chance et à la fois aussi ma malchance, parce que finalement, à rebours, je me pose des questions parce qu'on était amené à être généraliste. ouais, C'est-à-dire, c'était de tous les sujets. On pouvait oui, être amené à traiter les sujets aussi bien politiques, sportifs, économiques, socioculturels. Donc, ouais, on avait une équipe, une rédaction restreinte. Et je dis que c'est une chance, mais c'est une malchance aussi parce que je sais à peu près tout, mais finalement, je ne sais rien au final par rapport à certains confrères qui se sont spécialisés dans la politique, par je exemple, comprends. l'économie. On était donc mais malheureusement, Madagascar, voilà, on a besoin d'être généraliste même dans la vie quotidienne à Madagascar. Clairement. Si tu peux remarquer, tout le monde sait à peu près tout à Madagascar. Rakout est un peu plombier, un peu mécanicien, il sait à peu près faire de la maçonnerie, Nous sommes mais des finalement, débrouillards, en fait. Nous avons mais plein de cordes à finalement, nos arcs. oui, mais finalement, quand on plonge vraiment là-dessus, il ne sait rien au final. Contrairement aux Américains, par exemple, s'il y a un Américain spécialiste de la tondeuse, il saurait même un boulon de cette tondeuse. C'est un incollable. Mais dès que tu lui demandes autre chose, culture générale, il est nul. Et Ouais, voilà. ouais. Et Et de c'est quoi comme quoi, c'est pas évident, hein. Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question de mentalité, mais c'est aussi une question de comment tu construis ton éducation dans ton pays. Est-ce c'est une question qu'effectivement, d'environnement aussi. ouais, 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 clairement. Est-ce qu'on va plutôt spécialiser les gens ou est-ce qu'on va les faire en sorte qu'ils soient généralistes? Et je trouve que quand tu arrives dans le monde professionnel, c'est un vrai problème des fois d'avoir des gens qui sont trop spécialisés et qui ne maîtrisent pas en fait l'environnement ou l'écosystème dans lequel ils sont. Et en même temps, celui qui est trop généraliste, des fois, il a la frustration de se dire, je ne maîtrise pas jusqu'au bout tel sujet. Voilà. Voilà, ça dépend quand même de l'environnement, je pense, de Oui, l'environnement ouais. dans lequel on évolue. Ok. Et donc, tu as d'abord commencé par la revue de l'océan Indien et Oui. ensuite, t'es passé par quel autre organisme de presse, Raoult? Ensuite, j'ai été passé par l'un des premiers avec Orange Actualité, l'un des premiers pure players à Madagascar. C'était Oui, le Daily MG. Moi, je suis fier aussi d'avoir fait partie de cette aventure parce que on était quand même assez innovateur à l'époque. On était présent que sur le web, on proposait des web documentaires, on proposait oui, des voilà, bien avant la résurgence de ces pure players actuels à ouais, Madagascar, c'était vraiment un pure player made in Madagascar, ouais, vraiment sans malgache. Et ensuite, j'ai intégré la rédaction de Politica de la Fondation Crédit Shepherd, dans laquelle je travaille encore
jusqu'à maintenant. jusqu'à présent. Mais bon, à gauche, à droite, j'ai fait quand même des piges à gauche, à droite, comme les D'accord, journalistes. Oui. d'accord, d'accord. Et comment, avec cet itinéraire que tu as et le fait que tu es encore dans ce monde, comment tu qualifierais la liberté de la presse aujourd'hui, la liberté du journaliste à Madagascar? La liberté. Bon, je vais te donner un classement. Madagascar se situe à la 101e place sur 180 sur l'indice de Reporters sans frontières. D'accord? Le score en 2022 était de 98 sur 100, 180. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, j'aime toujours dire, il n'y a pas d'extrême à Madagascar. La liberté de la presse existe. Pour Ok, preuve, je suis encore là. Je peux quasiment tout dire. La ok, liberté, la liberté de la presse existe, mais ce sont les rédactions qui imposent leurs propres limites. Ça d'accord. vient, cette problématique n'est pas spécifique à Madagascar. Même en France aussi, il y a ce qu'on appelle la concentration des médias, Oui, c'est-à-dire quelqu'un comme Bolloré possède de nombreux titres. Donc, exactement. bon, il y a de base, ce titre ne va pas dire le contraire de ce qu'il dit. Voilà de Normalement, base. Ça, non. en France, peut-être que les sociétés de journalistes sont plus fortes et tiennent quand même assez fortement à l'indépendance rédactionnelle. Quand quelqu'un Oui, comme Xavier Niel, je pense qu'il est actionnaire dans Libération, quelque chose comme ça, ou dans Le Monde, je m'en oui, souviens plus. oui, oui, l'un Et des deux, la, la effectivement. société, la société de journalistes tient quand même le cap. Hein. Ouais, Qui Il y a la concentration des médias, c'est-à-dire les médias sont entre les mains d'une poignée d'individus, politiques d'une poignée d'individus, économiques, et ces individus n'ont pas forcément intérêt à ce que leurs titres parle ou fasse des critiques parce que il a un intérêt à défendre, parce qu'il est peut-être le copain du président, il est peut-être le copain de... Ça, c'est universel. Ça, c'est pas spécifique c'est pas seulement à propre à Madagascar. Madagascar, bien Pas sûr. propre à Madagascar. Mais voilà. Mais ce qui manque surtout ici, donc, ce sont les médias vraiment indépendants, c'est-à-dire des médias qui peuvent dire ce qui ne va pas et qui peuvent dire aussi ce qui va. C'est ce qui manque. Il n'y a pas de... Mais la liberté en soi, il y a la liberté. Ouais, Mais la pression est très forte. Il y a d'accord. tu peux exercer librement ta profession, mais la pression sur toi est très, très forte parce qu'il y a des lois comme la loi de la communication médiatisée qui a dépénalisé voilà, c'est une grande avancée, hein, les délits de presse, c'est-à-dire, en tant que journaliste, normalement, je ne devrais plus être emprisonné, mais parfois, ils jouent avec la loi, parfois, on nargue la loi sur la cybercriminalité, parfois, Oui, avec le code pénal. oui, Donc, il y a la loi, mais il y a aussi ceux qui interprètent la loi. Et à c'est leur pour ça que je façon. dis que la liberté de la presse existe, mais les Oui, pressions sont très, très, très fortes sur les journalistes. oui. Mais en tous les cas, là, quand je t'entends, ce que tu dis, c'est tu as en tout, tu as ce sentiment, et dans les faits, c'est le cas, de pouvoir dire librement, de pouvoir écrire assez librement ce que tu constates dans le monde politique, économique, social à Madagascar. Oui, oui, oui. Je pense que tout le monde peut le faire. Mais là encore, il y a aussi la responsabilité des journalistes. Hein. Si demain tu faisais une diffamation, ben, tu ne peux pas te réfugier derrière ton métier de journaliste parce que la base de ton métier, c'est d'abord de vérifier, de recouper les informations que tu as. Et Oui, c'est bien souvent le problème. Voilà, c'est souvent un dilemme qui se pose à Madagascar dans la société des journalistes parce que il y a des informations qui ne sont pas recoupées, qui ne sont pas vérifiées, que les oui, journalistes relaient. Et j'aime toujours dire aux journalistes, n'oubliez pas votre page, votre réseau social, c'est un espace public. On peut tous poursuivre. Et ça c'est, même en France, même aux États-Unis, ça c'est partout. universel et c'est l'un des messages que je veux aussi transmettre. Les réseaux sociaux, ce sont des espaces publics. Donc, Exactement. les espaces publics soumis à des règles, le code pénal, la loi contre la cybercriminalité, etc., etc. Il ne faut Donc, pas il faut tricher. nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Mm, exactement. Ok. Ok, très intéressant. Et alors,
si je reviens juste sur une actualité, enfin, ou des actualités on va dire, de la période de campagne présidentielle ou des élections présidentielles qui se sont tenues à Madagascar en fin d'année, on a quand même vu dans la presse, en termes d'information, on a vu et constaté qu'il y avait un certain nombre d'arrestations de Mhm. journalistes. Et donc, effectivement, comme tu dis, je n'ai pas la liste ici et j'ai pas le détail sur les raisons invoquées qui ont fait que ces journalistes ont été arrêtés. Mais factuellement, ce sont des événements qui se sont produits là, il y a à peu près 3 mois dans notre pays. Exactement. Mais là encore, il faut nuancer parce Oui, que la plupart des arrestations qui se sont produites, par exemple, résultaient de désinformation. Je me souviens vraiment d'un cas particulier, c'est-à-dire oui, de journalistes avaient relayé sur leur page Facebook, sur leur page, leurs médias, que on avait eu, la gendarmerie avait fait appel à des mercenaires étrangers parce oui. qu'ils avaient fait des lits de faciès. Ils avaient juste trouvé donc un gars qui était assez musclé, qui avait le teint blanc, pas comme, pas basané comme, comme les Malgaches. Ça, c'est un vrai délit de faciès. Ils avaient toujours conclu que la gendarmerie avait fait appel à des mercenaires. Tu vois, D'accord. c'est ce genre de, c'est ce genre de, c'est même pas une maladresse, c'est ce genre de d'erreur qui peut être vraiment, qui peut porter à tête vraiment à la société, qui fait que, voilà, qu'il y a des suspicions par rapport au sérieux du journalisme. Les journaux, ça a pu simplement appeler la communication de la gendarmerie. Allô, Ouais. est-ce que vous faites appel à des mercenaires? Et Commencez si à par ce là. moment-là, elle n'avait pas répondu, là, tu peux faire des allégations, entre Oui, guillemets, de oui, dire que oui. ça c'est un cas. Ça, c'est un cas qui s'est D'accord. produit. Mais d'autres cas, c'est vraiment dans d'autres, quand même, c'est vraiment une répression de la part des autorités publiques. Oui, Il faut réel. faut faire la part des choses. Faire la part des choses, effectivement. Oui, 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 et comme tu dis, il faut toujours nuancer. faut Et nuancer. en tous les cas, nous, de l'extérieur, en Europe, ce qu'on a pu lire, c'est qu'effectivement, il y avait une sorte d'accélération d'arrestation de journalistes pendant cette période-là. Et qu'on Mais la pression existe, hein, je réitère, la pression est très forte et cette pression existe, ce qui demande d'autant plus de prudence de la part des journalistes et de professionnalisme. ouais, 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 ouais. Alors, je voulais un petit peu revenir, mais tu as commencé à nous en parler tout à l'heure du Raoult petit garçon. Donc, le Raoult petit garçon, finalement, là, ce que tu nous as dit, c'est qu'il savait assez tôt, clairement, ce qu'il voulait faire. Il était dans son monde des livres. Et un petit peu, je sais pas si est-ce que tu étais un peu isolé, renfermé ou pas. Mais voilà, si tu peux juste nous dire peut-être d'autres aspirations que tu avais ou les rêves que tu avais, et peut-être aussi ton enfance dans le sens, tu vois, par rapport à tes parents, les valeurs peut-être qui t'ont inculquées, lesquelles tu as gardées, et puis ce collège là dont tu parles, peut-être aussi que ça t'a apporté un certain nombre de principes que tu veux peut-être nous partager ici. Oui, en tout cas, je pense que il est très, très important d'avoir des valeurs. La première des valeurs que j'ai, d'abord, c'est une valeur familiale. Oui. Donc, j'ai grandi dans une famille pas riche, pour ne pas dire pauvre, donc, mais qui sait quand même, avec des parents qui ont travaillé dur. Donc, et la valeur familiale, c'est vraiment la valeur du travail d'abord. Moi, je crois beaucoup au travail, hein. Il y a pas, il y a que ça qui peut nous permettre d'aller de l'avant et Oui. surtout de sortir d'une condition et d'un conditionnement. Il n'y a pas, je pense réellement qu'il n'y a pas de fatalité quand on travaille suffisamment fort et quand ce travail est reconnu, on peut évoluer. Hmm. Donc, le respect aussi des parents, je pense que moi, je vois quand même bon, il y a certaines images quand même, la relation assez étrange qu'ont les Européens avec
leurs parents. Je ne dis Ouais. pas dans le sens Rayamandjen, hein, mais je pense, Ah, je parle vraiment du parent des géniteurs, c'est-à-dire de la père et du père et la mère. de la mère. Donc, mais le Rayamandjen, ce sont les aînés. Je suis assez de distance, j'ai assez de distance par rapport à ça. Mais voilà, Ça peut être l'objet d'un autre débat. Le Rayman c'est un sujet passionnant. Ouais, le rayamaندénisme, c'est c'est un chapeau de plomb aussi oui, sur les jeunes malgaches, hein. Mais je oui, parle là des militaires, c'est-à-dire de ceux qui t'ont donné la vie. exactement. Et quand je reviens à ce que je dis, c'est quand même bizarre la relation qu'ont les Européens, les Occidentaux, par rapport à ça peut nous choquer à nous malgaches. Comment est-ce Oui, qu'ils traitent leurs parents? Bon, c'est quelque chose qui est qui ne se voit pas tellement ici à Madagascar. c'est vrai. Et là aussi, je, je suis assez pudique sur ça, mais il y a aussi les valeurs chrétiennes, hein. Je suis catholique, hein, et on a souvent tendance à dénigrer l'Église, mais C'est vrai. bon, elle a cet art, il y a les agissements honteux, mais quand même, par rapport aux valeurs que l'Église catholique notamment, il y a beaucoup de valeurs humanistes, beaucoup de valeurs dans le sens de faire le bien, Oui, qui est quand même, qui est universel. C'est pas, voilà, c'est universel, voilà, c'est universel. c'est vrai, tu as raison. Et sur ce côté valeur universelle, pareil, ça peut faire l'objet de tout un podcast et de tout un débat. Mais finalement, les religions, de façon générale, quelles qu'elles soient, ont utilisé ces valeurs universelles et ont mis une étiquette. Après, que ce soit le catholicisme ou le protestantisme, ou que ce soit l'islam, ou que ce soit le bouddhisme, la plupart de ces religions défendent un certain nombre de valeurs finalement assez universelles. Mais il y a des Ben, étiquettes. voilà, c'est étonnant quand même l'humanité, hein. Les Ouais, religions, la plupart des religions prônent l'amour, mais elles t'imposent aussi son amour, hein. Et c'est là des violences historiques, oui, mais fondamentalement, c'est-à-dire par essence quand même, il y a ces valeurs de l'être humain, du partage, de l'amour qui sont universelles, que ce soit pour les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, les bouddhistes, tout ça et tout ça. ouais, Et moi, personnellement, ça a été quand même l'une des valeurs très fortes qui m'ont vraiment poussé marqué. à marquer pour devenir ce que je suis. Mais je n'exhibe jamais la question de religion, hein, parce que moi, je crois aussi beaucoup aux vertus de la laïcité. Oui, oui, oui. Et pour rebondir sur ce point-là, Raoult, ou à Madagascar, la, ce côté religieux, il est encore assez affiché. Je me trompe? Très, très. Oui. C'est une société pleine de paradoxes, hein. On prie beaucoup, mais en même temps, on vole beaucoup. Je Par devrais rapport, pas rigoler, mais on se par comprend. exemple, à des pays comme dans des zones comme la Scandinavie, où l'athéisme atteint des paroxysmes, Hmm, totalement, la paix y règne beaucoup. Il y a peu de criminalité, il y a peu de violence, il y a peu de hmm, corruption. Donc, là encore, je reviens sur la chose. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la spiritualité qui est la problématique, c'est oui, notre usage. Et parce qu'on ne vit pas suffisamment les valeurs qu'ils prônent, oui. qu'elles prônent. On, Si on était on, vraiment on les chrétien, incarne pas. On les incarne on pas les incarne suffisamment. pas, on les porte pas, on les, voilà, et pire, on les utilise comme excuse pour faire Oui. des choses. Donc, c'est un vrai débat, hein. C'est un débat Sociologiquement, c'est hyper intéressant, hein. C'est des choses à creuser parce que ça voilà. mine Madagascar. C'est ça que je n'ai pas peur de porter ce débat, mais de manière très dépassionnée, parce qu'il faut Oui, dépassionner ça aussi. bien sûr. Et pour mettre à peu près tous les chrétiens dans le droit chemin, si vous vivez, si vous avez vraiment vécu dans la valeur dans laquelle vous prétendez vivre, est-ce que le pays serait comme ça? La Ouais. plupart de nos présidents, tous nos présidents étaient chrétiens, se disaient chrétiens, mais pourquoi est-ce que la plupart des secrétaires généraux, et c'est valable aussi, nous avons aussi des directeurs musulmans, etc., etc., mais voilà, Hmm, ce n'est pas la chrétienté seule, hein. ouais.
Merci Raoult pour ce partage déjà. Je reviens sur le journaliste que tu es, qui est généraliste, le journaliste qui, donc par conséquent, adresse l'économie, adresse le politique. On a un petit peu échangé, toi et moi, avant ce podcast, et je trouvais très intéressante ton approche sur euh, Madagascar comme pays orphelin euh, Hmm. de donateurs et de cette transformation radicale à opérer, en fait, économiquement, et avec cette question du modèle de l'élite prédatrice. Je voulais un petit peu que tu élabores autour de ces sujets-là parce que ce sont des leviers hyper importants pour, à débattre déjà, mais aussi à porter et à exécuter pour l'avancée d'un pays, pour que la richesse et la valeur ajoutée effectivement reviennent dans ce pays et qu'elles soient distribuées. D'abord, sur le premier point, contrairement à ce qu'on pense, Madagascar est un pays orphelin de donateurs par rapport aux urgences, par rapport à la situation, disons les choses comme elles sont. La situation à Madagascar est dramatique, hein, mais Hmm. parce que à Madagascar, il n'y a pas de guerre comme au Yémen, au Gaza, il y a pas de morts par milliers, mais il y a beaucoup, beaucoup de morts qui passent sous les radars. Mais la famine est une vraie réalité. Moi, je viens de la région sud-est. La région ne se relève pas du N'est-ce pas? passage de la tiraille en 2022. Il y a des gens qui meurent de faim, hein, et qui meurent vraiment de faim. Peur de Là, mourir ça, c'est la aujourd'hui. région Hmm. de sud-est, mais on ne parle même pas encore du Grand Sud à Madagascar. Ouais. Donc, il y a des urgences qui ne sont pas encore comblées et qui ne. Mais Madagascar, les problèmes malgaches ne sont pas suffisamment sexy, entre guillemets, excuse-moi du terme, hein. On pense que tu Ça a veux dire. été. Ils sont pas Ça a été attractifs par rapport à la presse de façon générale. Hmm. Mais, mais grâce à vous, à cause de la situation dans le sud, par exemple, la lumière a été braquée sur l'urgence climatique parce qu'on a présenté ça comme étant une urgence climatique. Alors Ce que c'est qui pas le l'est, cas. oui et non. Oui et non, Si, voilà. oui et non, mais le changement climatique participe à l'aggravation Ok. de problématiques qui étaient déjà très, très graves avant. Oui, Voilà. Mais le changement climatique vraiment, précipite oui, toutes ces problématiques. Donc, Madagascar ne reçoit pas suffisamment d'aide par rapport aux urgences qu'il vit oui, actuellement. oui, La faute aussi donc à la gestion de ces aides, au détournement et ce que tu as évoqué tout à l'heure, là, l'élite prédatrice. Parce oui. que c'est un moyen pour cette élite aussi d'accaparer donc des ressources. Et finalement, les aides qui pourraient être destinées à ceux qui ont vraiment besoin de ces aides peuvent partir ailleurs. Et voilà. Et ce qui donne c'est un vrai cocktail qui met vraiment le pays en très grande difficulté. Oui. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'urgence à Madagascar. Madagascar est l'un des pays qui n'a pas vécu de guerre civile, mais dont l'économie ressemble à un pays en guerre. En guerre. Donc, ça peut dire tout. Et ça, Imagine, Madagascar est l'un des pays qui n'a pas connu de guerre civile, mais l'économie régresse, ressemble à une économie d'un pays en guerre. ouais. Et comme tu dis, forcément, par rapport à un pays en guerre et un pays pauvre en guerre, on se retrouve dans une catégorie de pays pas sexy, pas attractifs, pas intéressants, parce que on pourrait croire, supposer que Madagascar, effectivement, n'est pas dans une situation grave. Mais moi, par exemple, l'une des questions là qui me vient, tu vois, et t'es journaliste, par rapport à ces morts, par rapport à cette famine, quels sont les chiffres? Quels sont les chiffres là de morts, de nombre de morts, comme tu dis depuis 2021, donc, par an, des gens qui meurent de famine parce que la situation est ce qu'elle est. On a des chiffres, c'est détaillé ou en fait, pour le moment, on n'a pas de chiffres précis? On a été un tout petit peu coupé tout à l'heure, mais j'ai compris la notion de la question. Ça aussi, les questions statistiques, questions de données,
sont aussi problématiques à Madagascar. Oui, C'est l'une des problématiques à Madagascar, c'est-à-dire, disons les choses comme elles sont, nos données ne sont pas fiables. On dit qu'on est à peu près 27 millions. Sûrement, nous sommes à peu près dans les 30 millions. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui échappent au radar des statistiques. Les oui, derniers recensements font que nous sommes à peu près 27 millions. Avec une marge d'erreur, je dirais que nous sommes donc dans les 29-30 millions. oui. Pour les chiffres, ces chiffres-là n'existent pas. Parce que tu penses vraiment que j'ai mon petit enfant, par exemple, qui meurt de faim. Est-ce que je vais le déclarer aux autorités compétentes? Je vais juste l'enterrer. On va faire les fumba-fumba, les traditions, C'est et on sûr. va pleurer nos morts. Et C'est c'est sûr, ce cas peut être répliqué dans tout. Et le problème aussi, Madagascar est tellement vaste. Je ne sais pas, même si nous, Malgaches, nous nous rendons compte de la superficie de cette île, nous sommes à 590 000 kilomètres, mais c'est énorme, avec énorme. des énormes disparités géographiques, climatiques. Et Madagascar aussi est sous-administré. Oui. On critique beaucoup les fonctionnaires, mais Madagascar, on, on compte que très, très peu de fonctionnaires, vu l'étendue du Vu pays, l'étendue. vu les Oui. problématiques du pays. Donc, Oui. tout ça. En termes de chiffres, je ne sais pas sincèrement. Je ne pourrais pas m'avancer. Je ne veux pas. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui meurent de faim. Même à 2 mètres de chez moi, à Tananarive, ça existe. Hein. Et tu te rends compte que toi, tu es journaliste, ça fait entre guillemets quelque part partie de tes domaines. Et effectivement, donc cette partie statistique aujourd'hui, on est incapable de la fournir. Et ce qui fait aussi, comme tu dis, on est orphelin parce que on n'arrive pas à afficher et à présenter une Voilà. réalité numérique, enfin, numérique, Oui, avec oui, des oui, oui. chiffres de ce qui se passe. Ouais. Tu as parfaitement tout résumé. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est incapable de fournir ça. Et même si on était capable, je suis sûr qu'on aurait honte de le dire. Oui, On ça, c'est aurait honte encore un autre problème. Ça, c'est encore un autre sujet. en 2024. Est-ce qu'on va dire que, je dis n'importe quoi, hein, est-ce qu'on va dire qu'il y a 1 million de personnes qui meurent de faim à Madagascar, qui meurent de faim? Oui. C'est-à-dire une problématique que l'Éthiopie a rencontrée dans les années 90, une problématique que les pays européens ont rencontrée au 19e siècle, au 18e siècle. Il y a certes, mais bon, il faut beaucoup d'humilité voilà, Pour pour affronter reconnaître. cette réalité. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va oser dire ça? Je ne pense pas. Ouais. Ce sont surtout les organismes internationaux, les organismes onusiens qui tirent la sonnette d'alarme, bien souvent. Et malheur à celui, peut-être, parce que c'est ça aussi l'avantage d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui, qui oserait dire que, voilà, telle personne est mort de faim dans telle localité. Ah, Hmm. il peut être assassiné demain. Oh là là. Euh, En tout cas, ça donne matière à réfléchir et ça signifie réellement que ça fait partie des chantiers énormes qui doivent être adressés. Je reviens à l'actualité plutôt immédiate, du coup, Raoult. Il y a les élections là qui arrivent, en tout cas les législatives, les régionales qui arrivent. Suite complètement logique hein, de l'élection évidemment présidentielle, puisque nous sommes dans un pays ayant des institutions dites démocratiques. Euh, J'aimerais vraiment juste voilà, que tu commentes peut-être vraiment avec ta casquette de journaliste, comment tu vois ces élections arriver et peut-être aussi quelle est notre maturité sur notre système électoral actuel par rapport à la situation malgache, mais par rapport aux citoyens malgaches, en tant qu'acteurs et en tant que personnes choisissant ces dirigeants ou ces représentants, puisque là, on va plutôt aller vers le côté représentant. Oui, oui, moi, je suis un vrai démocrate. Je pense que la démocratie, c'est, c'est peut-être la pire, mais il n'y a pas mieux. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas mieux. Là, c'est-à-dire qu'il y a quand même des valeurs de représentation.
ce système de représentation, ce pouvoir donné aux électeurs, aux citoyens de pouvoir choisir les personnes qu'ils veulent ou qu'elles veulent diriger leur cité. Oui, Est-ce qu'il y a mieux que ça? Mais bon, après, la question est, c'est quel genre d'offre politique qui se présente. La caution pour les législatives, ils ont augmenté à 20 millions d'ariars. Donc, ça veut dire déjà ce que ça veut dire. C'est déjà un répulsif, entre guillemets, excuse-moi, complètement. ça repousse déjà. Peut-être quelqu'un qui a de la bonne volonté, des bonnes idées, voilà, il sera déjà éliminé d'office s'il n'a pas cet argent. Oui, Et peut-être quelqu'un et comme j'ai dit tout à l'heure, ça perpétue donc l'emprise de l'élite prédatrice parce que, complètement. comment? Parce que normalement, ceux qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, peuvent donc se représenter d'office. Mais Oui, après aussi, c'est nécessaire pour éviter les candidatures farfelues. C'est universel. La problématique à Madagascar, c'est cette question de représentation et de représentativité. oui, Parce que on va voir la députation et le système fait que ce sont les personnes populaires dans les circonscriptions, c'est-à-dire les personnes, les artistes, je oui, n'ai rien, d'accord. hein, peut-être les opérateurs économiques qui sont poussés à devenir candidats et à devenir députés. Je n'ai Mm. rien, absolument rien contre eux, hein. Mais la logique des grands partis, entre guillemets, veut que ce sont des personnes qui soient aptes à financer leur campagne électorale Oui, et qui aient une cote de popularité. On oui. s'en fout complètement de De leur leur maturité cité. ou de leur cité, mais qui soient populaires. Oui, Et je pense que c'est le vrai danger actuellement. Et on est en train d'instaurer donc cette sorte de système qui fait que ce sont des gens qui n'ont pas forcément la fibre politique, qui sont poussés à occuper des postes politiques. oui, Et oui, c'est ça le grand danger. Parce qu'auparavant, quand même, les députés malgaches nous avons quand même des bons députés, de vrais députés qui discutaient de la loi, qui discutaient de valeurs, qui discutaient. Mais aujourd'hui, donc, ça se dilue peu à peu par rapport on les appelle les big men, c'est-à-dire les notables des villages. voilà. Ce C'est sont des critères des économiques. grossistes, voilà, des grossistes ou des chanteurs célèbres qui occupent des postes, des mandats électifs. C'est un vrai danger. Et ça, Ah, c'est le danger d'aujourd'hui. Mais ceux qui sont vraiment animés par le politique en soi sont peut-être un peu en retrait ou on leur offre pas assez oui. d'opportunités. C'est ça ma Et, lecture. Voilà. et c'est très intéressant comme lecture parce qu'effectivement, en tout cas, ça rejoint ce dont tu parlais sur de l'élite prédatrice juste avant. Et si je posais une question un peu naïve, peut-être, qui est de dire si le monde de ceux qui potentiellement ont des idées euh, et ce monde économique, ou en tout cas ce monde qui a un peu plus d'argent, ce monde-là, aujourd'hui, il est complètement siloté, ils communiquent pas, ils arrivent pas à travailler ensemble pour que l'économique porte, tu vois, ceux qui ont des idées, on ne voit pas ce type de mouvement. Quand même, Prendre. il y a ce, il y a ce, il y a quand même ce type de mouvement dans les associations, dans les plateformes, mais, mais dans le monde politique, chacun fonctionne en vase clos. Parce que Ouais, moi, mon intérêt, quand je parle de politique, par exemple, je suis un opérateur, un grand opérateur, et je voudrais être tranquille vis-à-vis de l'administration. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en dans la politique. Comme ça, ouais, ils me foutent la paix. ouais. Excuse-moi du terme. Je suis entre guillemets intouchable. Comme ça, j'ai l'immunité parlementaire, par exemple, donc je peux continuer à faire mes petites magouilles, mes grandes petites magouilles. Mm. Pire, je peux continuer à faire mes trafics d'or, à accéder et accéder à un nouveau palier de richesse, c'est-à-dire être millionnaire en euros, en dollars. Ça, Ouais, je dis les choses comme elles sont, hein. C'est ce qui se passe. c'est ça. Et voilà, mais il ne faut pas aussi oublier, bon, faut pas généraliser aussi, peut-être que certaines personnes, certains de ces big men sont animés aussi par vraiment un patriotisme qui les pousserait à se présenter, à se représenter.
Ouais. Mais la plupart du temps, c'est vraiment par, je suis désolé, par à pas du gain. Je veux encore m'enrichir, je veux être tranquille, bon, parce que j'ai l'immunité parlementaire demain. Je peux faire mes petites. On a eu un cas à Madagascar, ça a été très, très célèbre, hein, Hmm. d'un député qui avait donc des champs de maïs dans un réserve, dans un réserve naturel. Donc, D'accord. imagine imagine la scène. Dans le Ménapiatmé, dans le sud-est de Madagascar, Hmm. des Hmm. dernières forêts sèches, hyper riches en biodiversité. C'est vraiment. Mais voilà, le député, le député en question, il transportait des gens du sud pour aller planter au cœur de et il se sentait intouchable. Voilà ce genre d'exemple. Euh, Clairement. mais c'est pas tout Clairement. le monde, hein. Disons les choses, voilà, c'est pas tout le monde, mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Le temps passe très vite, Raoult, et c'est passionnant. Et je pense que voilà, on aura l'occasion de continuer à échanger et de choisir des thématiques spécifiques Oh, sans oh, oui, oui. Ok, doute. ok. Alors. Mais je voulais, il y a quelques questions, on va dire, assez rituelles, que même si aujourd'hui c'est le deuxième podcast de Diapason, il y a des questions qu'on aimerait ritualiser en tous les cas sur ce podcast. Et l'une d'entre elles, c'est quel trait, moi je suis une passionnée de livres, et Mhm. Diapason a cette philosophie de nourrir le débat. Et donc, je voulais te poser la question de si tu voulais bien partager avec nous un ou plusieurs ouvrages, livres voilà, qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué et que tu voudrais partager ici. Ok, je vais être expéditif. Bon, T'es pas obligé. parce que je vais citer pas quelques livres, pas qu'un Ah, seul. Et je vais le structurer comme ça peut peut-être intéresser nos auditeurs. super. Pour mieux connaître Madagascar, il y a un ouvrage récent, Histoire de Madagascar, la construction d'une nation. C'était le dernier ouvrage du père Sylvain Urfer. Ça a été coordonné par père Sylvain Urfer, mais il y a Oui, beaucoup, beaucoup de grandes plumes de grands chercheurs là-dedans, comme oui. Zar, Faraniri Narazona, Manasseh Soufil Mandous. C'est un livre accessible, très, très bien construit et qui revient sur toutes les découvertes récentes sur la construction de la nation, sur la construction du malgache en soi. C'est vrai. Et un deuxième ouvrage, L'énigme et le paradoxe, économie politique de Madagascar. Ça, c'est un livre absolument à lire. C'est le livre de François Roubaud, exactement, Jean-Michel Vacheberger et Michael Razaf-Njakout. Et pour mieux connaître l'humanité, ça, c'est l'une des lectures qui m'a le plus passionné ces dernières années. Je ne sais pas si tu connais Sapiens, une brève Ah, histoire de l'humanité, bien par sûr, Yuval Noah Harari. bien sûr. Ça Magnifique. Magnifique. c'est un magnifique livre. C'est un magnifique livre de vulgarisation scientifique Complètement. et qui remet en perspective quand même notre humanité, hein. Bon, là, aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes de racisme, problèmes voilà. En France, il y a beaucoup de débats sur les migrations, mais il y a Complètement. une réflexion de Harari qui disait que, et, et, et si Sapiens aujourd'hui cohabitait peut-être avec un Néandertal, par exemple, imagine le foutoir que ça aurait été quand même. Il y a plein, plein de réflexions comme ça qui sont très, très drôles, Oui, partant de l'humanité de chasseur-cueilleur tout à jusqu'à la fait. sédentarisation. Tout à fait. Ah, Et c'est magnifique ce livre. oui, oui, bon, voilà, pour se divertir, moi, j'ai mes auteurs fétiches. J'adore Amélie Nothomb. Tous Ouais. les livres qui sont super drôles, acides, Ouais, très, voilà. Et je suis aussi un très, très grand dévoreur de Bernard Werber, de la trilogie des fourmis. tout à fait. Bon, Oui. Ouais. c'est juste génial. Et moi Ouais. aussi, parce que je ne me prends pas trop au sérieux, et moi, j'adore le manga depuis les années 90. Moi, j'adore ça. Et J'ai vu ça sur oui, Instagram. Tu nous résumes les mangas. C'est génial. et le livre que je conseillerais vraiment, voilà, moi, j'ai été biberonné à Dragon Ball, mais des œuvres adultes comme Akira de Katsuhiro Otomo, ce sont des monuments, je ne dis même pas du manga,
mais des Oui, monuments de la littérature qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie. Si on aime les livres, même si on est réfractaire au manga, il faut lire parce que c'est ouais. magnifique. Voilà, peut-être, voilà, c'est certains points. Et là, je suis donc, pour moi, je suis en train là de lire, relire plutôt 1984 de Orwell. Orwell. Ça me rappelle franchement la situation de Madagascar. C'est les aventures de Winston, Ah oui, étrangement. ouais. Mais étrangement, je comprends ton sentiment. Et parle-nous de ce café littéraire, Raoult, ce café littéraire que tu as lancé. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'as lancé, mais j'ai vu qu'il y avait déjà eu plusieurs éditions. C'est super d'avoir lancé cette initiative à Tana. Oui, bon, comme je suis vraiment un passionné, un féru de littérature, j'ai lancé ça avec un très grand ami à moi, Dominique Heiss. J'ai pu accueillir donc Michel Vaucluse, qui est une auteure quand même bien, je pense, bien établie, une Tout à fierté fait, pour Madagascar, tout à fait. un porte-étendard de Madagascar. Elle nous a parlé donc de son dernier livre, Abattement, le silence et la douleur. Magnifique aussi. Ça, c'est un Magnifique. livre à lire. Et puis, j'ai Oui, aussi appris donc Annick de Pomarmont. Et ça aussi, c'est une recommandation loin sous les ravenales. C'est très drôle comme livre. Parce qu'au fait, c'est un regard d'un Vaza sur Madagascar, mais un regard très juste, très drôle, très acide aussi. intéressant. C'est très Oui, drôle, très drôle. ouais. Et si tu as de l'humour du second degré, tu vas rire. Mais Trop sérieux? t'es trop sérieux ou très trop anti-Vaza, tu vas être frustré. Oui, Et ok. puis, j'ai donc organisé trois séries que je compte bien poursuivre Ah, cette année. Ça, c'est pour s'amuser, hein. c'est une magnifique Réunir, idée, réunir des amis autour d'un livre, autour de la même passion de la lecture. Que du clairement. bonheur. Clairement, que du bonheur. Et en tout cas, je listerai tous ces ouvrages dans les notes du podcast. Donc, comme ça, les auditeurs pourront non seulement t'écouter les dire, mais aussi pouvoir prendre des notes et aller se fournir ou aller à la bibliothèque pour aller les trouver. Euh, Raoult, tu as plein de passions. T'es aussi un grand randonneur et un trailer un endurant. Et tu me disais la dernière fois, et moi je trouvais ça magnifique, que tu découvrais, déjà tu parlais de la surface de notre île et combien elle est grande et qu'on ne la connaît pas, mais déjà juste sur tes découvertes là de l'Analamangue, de l'arrière-pays de l'Imirn, je voulais que tu nous en touches un petit mot parce que tu l'as, enfin voilà, en faisant tes randonnées et tes trails, finalement, tu touches le pays d'une façon différente et tu découvres les gens et leur façon de vivre qui est différente de la capitale quelque part. Mais exactement. Voilà. Parfois, on aime détester un Antananarivo parce que la ville est sale, ça pue, il y a trop d'embouteillages. Il faut se rendre compte que Antananarivo, je parle de manière géographique, hein, bon, parmi les plus belles villes d'Afrique, hein, la structuration, la construction collinaire, c'est quand même une prouesse. Moi, j'ai eu des amis tchadiens qui étaient venus, mais ils étaient complètement subjugués par le fait que nos ancêtres aient réussi, et on continue ça jusqu'à maintenant, à dompter toutes les collines. Parce que là, on dompte les collines avant qu'on fasse les conneries de remblayer, parce Ouais. qu'avant, on ne domptait que les collines pour Oui, permettre à l'eau de s'écouler dans les plaines. oui, Donc, voilà. Et Tanarive aussi, il ne faut pas oublier que Tanarive est situé dans la main, à 10 minutes en Tanarive. Moi, à 2 minutes, à 5 minutes de chez moi, je me retrouve déjà à la campagne. Et oui, c'est ce que le trail m'a permis de mieux savoir. Je ne dis même pas que j'ai découvert Madagascar. J'ai redécouvert en Allemagne oui. l'histoire de. Moi, je ne viens pas de Tana, hein, mais je suis de Tana. J'habite à Mhm. Tana. Mhm. L'histoire du peuplement d'Antananarive, de l'île, on voit comment est-ce que nos ancêtres ont remonté doucement et ont tenté doucement toutes ces collines, toutes ces. C'est C'est passionnant. passionnant, c'est émouvant. Et aussi, on a des paysages bucoliques. Moi j'invite vraiment les gens, même là, ceux des diasporas,
bon, peut-être que vous allez à Madagascar et garder en Alamanque, ça peut être assez hypocrite, hein, je m'excuse, mais c'est plutôt la mer, mais il y a quand même de nombreuses choses à Ouais, découvrir et voilà, et à méditer aussi. Comment est-ce oui, que, il y a aussi donc cet aspect de transformation, oui, mais à ce rythme, moi, je me sens privilégié parce que je vois quand même la mutation d'ici 10 ans, ce sera tout plus aura pareil. été, tout sera C'est plus ça. pareil. Je parierais que d'ici 10 ans, le Grand Anna s'articulera autour de 30 kilomètres. C'est sûr, c'est sûr. Parce que Madagascar fait partie Tanari fait partie des villes d'Afrique où il y a L'exode le plus rural, de croissance, oui, de croissance de population. oui. Mais je me sens vraiment privilégié de voir cette mutation et puis de pouvoir vivre ça avec ma passion, le trail. Clairement, oui, clairement. Mais voilà, ça c'est pareil, moi c'est un sujet en tout cas personnellement qui m'intéresse, c'est cette liaison de la géographie et de l'histoire et de l'environnement où tu vois vraiment quelque part dans sa construction et dans la terre, en fait, comment le paysage se construit ben, avec le peuplement, avec l'économie et tout l'ensemble. Donc, pareil, je sais pas s'il y a des gens qui écrivent dessus, qui prennent des photos et des choses comme ça, mais ce serait hyper intéressant de l'approfondir. Euh, une autre question, Raoult, c'est Oui. qui d'autre tu solliciterais, qui d'autre tu nous invites à être interviewé ici dans ce podcast de Diapason? Moi, voilà, je recommanderais peut-être une de mes consoeurs, Louvara Parakutravun. Voilà, c'est, c'est peut-être l'une des références du journalisme et Ok, une grande amie à moi aussi, Iltar Vilnaïna Asenju, conseiller municipal de Tana, qui est pleinement investi et qui est en train de casser quand même tous ces stéréotypes sur la politique. Elle est à intéressant. fond dans le fait de dire il faut faire de la politique. Et moi aussi, j'adhère à sa cause. Il faut faire de la politique parce que si tu fais pas de la politique, c'est la politique qui te fait. Ça, c'est une vérité absolue, aussi Ouais. bien à Tana qu'à Paris, à Casablanca. Moi, je pense que les jeunes ou les moins jeunes doivent saisir leur destinée en main. Et pour pouvoir le faire, mais il n'y a que la politique. Voilà. Il n'y a que la politique qui puisse te permettre de faire des lois qui permettraient peut-être de combattre les stéréotypes, d'accorder plus de place aux femmes, d'avoir une politique plus sensible aux plus démunis. Voilà. Il n'y a que la politique. Et moi, j'encourage vraiment le fait. Et Ilta, c'est une amie, et puis voilà, et quelqu'un qui est actif dans la politique et qui se bat réellement pour, le, pour la politique. Bah, écoute, moi j'ai hâte dans ce cas-là d'échanger avec Lou et Hilda, vraiment, et merci pour ces recommandations. On arrive à la fin, j'aimerais encore poursuivre, mais c'est important de garder une certaine densité pour que ce soit pas trop long pour nos auditeurs. Quel serait ton Oui, mot de oui. la fin, Raoult? Quel serait ton mot de la fin pour cet épisode? Mon mot de la fin, je pense que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice de la construction de Madagascar. Je pense que Madagascar se construit par nous d'abord et se construit aussi par nos valeurs. Et bon, parfois, on peut être on peut perdre espoir, mais bon, il faut faire les choses. La diaspora peut apporter sa pierre à l'édifice, par exemple, à la création d'emplois, ou, voilà. Et nous, de notre côté, je pense qu'on va continuer à dénoncer ce qui ne va pas et surtout à transmettre aux jeunes la passion, les passions, l'importance de la politique, à transmettre aux jeunes les valeurs de la démocratie. Donc, il ne faut pas se décourager, voilà, il faut aller de l'avant parce que je pense qu'il y a des exemples mondiaux comme l'Éthiopie, la Corée, le Bangladesh. On peut s'en sortir, mais ça nécessite quand même une certaine vision et la volonté de l'aller de l'avant. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop prolixe, hein. On ne demande que ça, Raoult. Donc, en tous les cas, un grand merci pour ton temps qui est précieux, un grand merci pour ce partage. Et moi, j'ai trouvé très, très agréable le fait qu'on puisse aller d'un sujet à un autre avec toi. Donc, le côté généraliste,
Moi, je trouve que Ah c'est bah plus oui, du sens. ah, ben, c'est comme les mécanos qui sont plombiers, qui sont un peu charpentiers, hein. Voilà. Donc, encore un grand merci.